Patrick Martin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la première organisation patronale française, le MEDEF. Pour ceux qui ne le savent pas, vous représentez 190 000 entreprises adhérentes, employant environ 10 millions de salariés. Je crois qu'au niveau des chiffres, je suis bon. Que vous disent les patrons que vous rencontrez très régulièrement à propos d'IA? Est-ce que l'IA aujourd'hui est davantage perçue comme une source d'interrogation, de crainte ou plutôt une opportunité? Alors, je voudrais commencer par dire combien je suis impressionné par ce salon et combien, de mon point de vue, du point de vue du MEDEF, il a lieu d'être et combien on va accompagner la croissance de ce salon. Et ça renvoie à votre question. Alors évidemment, 190 000 entreprises, ça signifie que là où le MEDEF peut passer parfois pour ne représenter que les grandes entreprises, qui effectivement sont toutes adhérentes du MEDEF, en réalité, on travaille sur un panel extrêmement large. 190 000 entreprises, ça veut dire qu'on couvre, qu'on embrasse tous les secteurs d'activité, tous les territoires métropolitains, ultramarins, avec des connexions très denses et très productives d'ailleurs avec nos homologues, notamment européens, et puis toutes les tailles d'entreprises. Pourquoi je dis ça? Pour vous signifier que effectivement, on a une perception en temps réel assez fine de la perception, de la compréhension, de l'implication que peuvent avoir, on peut dire, la quasi-totalité des entreprises françaises sur ces sujets d'intelligence artificielle. Alors, quelle est la compréhension qu'on a de la perception qu'ont nos adhérents, nos entreprises adhérentes, de ce sujet de l'intelligence artificielle? Je crois pouvoir affirmer qu'il y a une prise de conscience un peu tardive, mais quand même extrêmement forte de la part de tous ces chefs d'entreprise, qu'ils soient dans la construction, dans l'industrie, dans les services ou dans le commerce, mais qu'à ce jour, cette prise de conscience ne se traduit pas encore, en tout cas de mon point de vue, suffisamment par une compréhension à la fois des extraordinaires opportunités et des quelques menaces que présente l'intelligence artificielle. Vous vous déplacez régulièrement dans toute la France, vous l'avez dit, vous rencontrez différentes entreprises de toutes les tailles, vous avez régulièrement des remontées de terrain. Est-ce que, selon vous, il y a des secteurs qui aujourd'hui sont plus concernés, peut-être même un peu plus en avance que d'autres? Alors je crois que les professions financières sont très en avance. Je parle des assureurs, je parle des banquiers, ce qui n'est pas illogique, parce que par définition, ce sont des professions qui traitent de la donnée. Ensuite, et c'est tant mieux, même si ça n'est pas de mon point de vue encore suffisant, l'industrie. L'industrie autour du thème de l'industrie 4.0 travaille beaucoup sur ces sujets-là. Alors, quand je parle de banque et d'assurance, le tissu économique de ces professions est composé de grands groupes plutôt, donc qui sont équipés et puis qui ont par ailleurs un benchmark international qui les stimule sur ce sujet-là. Quand on parle d'industrie, évidemment, quand on parle d'aéronautique, ce sont des gens très avertis sur ces sujets-là. C'est moins vrai quand on descend, ce qui n'est pas du tout péjoratif ou un jugement de valeur, une taille d'entreprise moindre et dans des secteurs d'activité plus traditionnels. Mais quand même, on sent que l'industrie, les industriels s'emparent progressivement de ce sujet-là. Mais c'est vrai également dans le bâtiment. Le bâtiment, la Fédération française du bâtiment a pris des initiatives sur des gestions de chantier qui sont extrêmement complexes, avec de nombreux intervenants, des matériaux à intégrer, des calendriers à respecter. Et là aussi, il y a progressivement une prise de conscience. Et puis enfin, il y a le commerce. Le commerce ne se résume pas à la grande distribution, qui lui aussi, le commerce gère des masses de données et se doit, à tous égards, que ce soit sur des enjeux de supply chain ou des enjeux commerciaux, de gagner beaucoup en productivité, en finesse de l'offre, en tarification. Donc oui, on sent que d'une manière assez générale, la marée monte. Il y a cette prise de conscience qui est vraiment très importante et partagée, bien sûr, vous l'avez dit, par de très nombreuses entreprises. Et j'imagine que pour accompagner les entreprises, vous êtes évidemment à la manœuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce sujet est porté par votre organisation et en quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une priorité? Alors, on s'est intéressé au sujet, je ne sais pas si vous considérez que c'est en avance de phase ou tardivement, mais on s'est intéressé à ce sujet depuis 2017. On a constitué en interne des task force, des groupes de travail, comités, commissions pour travailler sur ces sujets-là, qui sont des sujets protéiformes. Je veux dire par là que, bien sûr, on doit s'intéresser à la technologie à proprement parler.
On doit s'intéresser également à la réglementation, avec des enjeux considérables sur lesquels la France peut avoir des nuances d'appréciation par rapport aux autres pays européens. On l'a encore vu ces derniers jours, d'éthique, de réglementation, de normalisation, de protection des données, avec là des débats extrêmement sensibles. Jusqu'où faut-il aller ou pas en matière d'accès aux données, d'open source. Et puis, il y a un volet sur lequel on se doit de travailler beaucoup plus résolument dès à présent, qui est d'identifier, d'anticiper les effets fondamentaux que le déploiement de l'intelligence artificielle, qu'à nouveau je perçois moi comme une opportunité extraordinaire, les effets fondamentaux que cela aura en matière de formation, en matière d'emploi, pour que, autant que possible, d'emploi, de conditions de travail et d'intérêt du travail, je complète, pour que, autant que possible, on anticipe ces évolutions, qu'on les accompagne et qu'on les positive. Parce que dans le débat public, mais c'est vrai à l'intérieur du monde entrepreneurial, on a encore une vision assez floue et en moyenne des cas plutôt anxiogène de l'intelligence artificielle, ce qui, je le redis une troisième fois, de mon point de vue, est une erreur. Mais charge à nous de faire la pédagogie des opportunités, des perspectives, mais également des nécessaires adaptations que l'intelligence artificielle provoquera. Alors, vous avez commencé à aborder un point qui est très important, qui est celui de la formation. Aujourd'hui, on sait que dans un domaine comme l'IA, ou peut-être même plus généralement dans la data, on sait que c'est très important. On sait qu'en France, on a besoin de former des ingénieurs en très grand nombre. Comment est-ce que, justement, les entreprises avec lesquelles vous parlez, qui sont aussi adhérentes, abordent cette question de la formation? Est-ce que pour vous, on a besoin d'une vraie révolution dans ce domaine? Et quel rôle peuvent jouer les entreprises, justement, dans un sujet que vous avez abordé en matière d'acculturation, sur ces sujets de formation et de gestion de talent autour de l'IA? Alors, je précise que je suis moi-même chef d'entreprise à la tête d'une ETI avec 3200 salariés, donc les propos qui peuvent paraître un peu généraux, voire théoriques que je tiens, non, ils valent dans mon quotidien de chef d'entreprise. Donc je mesure bien ce que j'appelle les menaces et les opportunités liées à l'intelligence artificielle. Cet enjeu de formation, il faut l'appréhender à tous les stades de la vie. Et on a bien vu que singulièrement dans les disciplines scientifiques, d'une manière générale, pas que mathématiques, le système éducatif français avait rétrogradé au fil des ans. Et nous, on est très en appui de tout ce qui a été initié, notamment par Gabriel Attal dans ses fonctions précédentes de ministre de l'Éducation nationale. On a très étroitement travaillé avec lui sur ces sujets-là. Il faut s'emparer du sujet beaucoup mieux qu'on le fait de l'enseignement supérieur. Et puis ensuite, il va y avoir parce qu'il y aura des effets de bord en termes d'emploi, en termes de secteur absolument considérables, il faut qu'on s'empare également du sujet de la formation tout au long de la vie jusqu'aux seniors dorénavant. Mais pour revenir plus directement au sujet, je crois que c'est notre responsabilité collective, nous qui sommes des acteurs économiques, pour certains des acteurs scientifiques, d'être beaucoup plus au contact de l'éducation nationale, du système éducatif, parce qu'il y a des situations assez choquantes. La France, entre guillemets, ne produit pas suffisamment d'ingénieurs. On en produit à peu près 60 000 par an quand on regarde ce qui n'est pas que lié à la taille de la population de ces pays, ce que la Chine, ce que l'Inde dorénavant sort annuellement en promotion d'ingénieurs. On a une distorsion relative qui est absolument considérable. Et puis il y a un deuxième, on le sait, dorénavant ça a au moins un avantage, ça a été identifié, c'est le meilleur moyen pour ensuite régler le sujet. On a non seulement une insuffisance, mais une régression du nombre de jeunes femmes qui s'engagent dans des formations scientifiques. Et si on ajoute à ça que parmi tous ces scientifiques, tous ces ingénieurs singulièrement, que le système éducatif français forme parfois à un excellent niveau, nos universités en particulier sont internationalement reconnues, mais qu'un certain nombre d'entre eux partent vers des métiers, vers des secteurs d'activité où ils n'exerceront pas leur talent et leurs acquis en matière de sciences, ou que d'autres partent à l'étranger et singulièrement vers les États-Unis, on a un problème extrêmement cruel. Donc c'est une forme de mobilisation à laquelle appelle le MEDEF, et il s'emploie très concrètement à y contribuer, pour que les entrepreneurs de la tech, mais pas que, aillent faire la pédagogie, aillent exprimer les opportunités extraordinaires que l'intelligence artificielle, mais que la science, que le progrès scientifique d'une manière générale offre, pour que les jeunes, en termes d'orientation, les enseignants eux-mêmes, soient beaucoup plus conscients que ça, et soient conscients, mais à nouveau de manière positive, que c'est pour notre pays, qui a une forme de génie, ça peut paraître
est un peu grandiloquent, mais quand même, en matière scientifique, pour que notre pays occupe toute la place qu'il mérite, en définitive, sur ce sujet de l'intelligence artificielle, et convaincre les jeunes qu'en termes de carrière, en termes d'intérêt du travail, c'est une voie absolument extraordinaire. Est-ce que cela sous-entend que l'effort en matière d'éducation doit être fait peut-être un tout petit peu plus tôt? Vous le disiez, on a des écoles, on produit des ingénieurs, on a des universités. Est-ce que pour vous, cette sensibilisation doit être faite peut-être plus tôt? Certains parlaient ces dernières années, y compris de sensibiliser à partir même du collège, de proposer des modules, ainsi de suite. Pour vous, il faut aller aussi loin? Très, très concrètement, hein, on ne le fait pas assez, il faudra qu'on le fasse donc beaucoup plus, mais quand même, quand on accueille dans nos entreprises, et je pense aux entreprises industrielles en priorité, quand on accueille des stagiaires de 5e, de 3e, demain de seconde, puisqu'on sera tenu, et c'est très bien ainsi, de les accueillir dès la fin de l'année prochaine, fin de l'année scolaire. Quand on les accueille dans les usines, moi je suis très impressionné par ça. Tout ce qui tourne autour de l'industrie 4.0, de la digitalisation, ça leur parle beaucoup. Et pourquoi ça leur parle beaucoup? Parce que dans leur quotidien, ils utilisent eux-mêmes beaucoup le digital et se disent mais finalement c'est une forme de prolongement de ce que je vis dans mon quotidien d'individu que je retrouve dans l'entreprise, et il y a parfois même une forme de fascination de la part de ces jeunes. Eh bien, il faut vraiment qu'on en fasse plus et mieux, parce que c'est ça, en définitive, qui décidera les vocations, mais qui, au-delà des vocations, décidera des orientations. J'aimerais qu'on redise un dernier mot sur les talents que vous avez mentionnés. Certains sont prompts à parler de guerre des talents. On sait qu'aujourd'hui, des organisations comme la vôtre, comme d'autres de vos adhérents du MEDEF, ont besoin d'attirer ces nouveaux talents. Est-ce que vous avez mis peut-être des actions particulières ou peut-être des commissions particulières pour répondre à cette problématique de talents qui peuvent parfois être attirés par d'autres entreprises qui, justement, conçoivent les solutions dont on parle? Oui, alors, si vous me permettez, en amont, ce à quoi on s'emploie, c'est à convaincre nos 190 000 adhérents, donc cette intelligence artificielle sera, selon qu'on sera capable de s'en emparer ou pas, extrêmement discriminante. Et à la limite, ça ne sera pas tellement discriminant d'un secteur d'activité à l'autre, ça sera discriminant d'une entreprise à l'autre. Et donc, là où les entreprises doivent déjà relever le défi environnemental, celui de la décarbonation, qui mobilise beaucoup d'énergie, qui mobilise beaucoup de ressources, il faut également qu'elles s'emparent de sujets de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, les deux sujets se rejoignent à certains égards. Hein. Moi, je suis convaincu que l'intelligence artificielle sera une énorme contributrice à la décarbonation de nos économies, à la décarbonation de nos entreprises. Et donc, on a dans l'urgence, hein, dorénavant, on a cette impérieuse nécessité, au-delà de la prise de conscience, on a cette impérieuse nécessité d'amener nos entreprises, quelle qu'en soit la taille, quel qu'en soit le secteur d'activité, quelle qu'en soit la localisation, à se dire il faut véritablement s'acculturer très vite et acculturer les équipes aux enjeux de l'intelligence artificielle, à nouveau en essayant d'évacuer toutes ces peurs millénaires en quelque sorte, hein, et ce n'est pas spécifiquement français, mais ça existe bien en France. On a une espèce de prévenance, voire d'appréhension au regard du progrès technologique, du progrès technique. Or, toute l'histoire de l'humanité et toute l'histoire de l'économie démontrent que c'est une voie de progrès, y compris en termes d'épanouissement personnel. Voilà, donc on a tout ce travail à mener. Nous, au MEDEF, on y est bien résolus. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plus près du territoire, en lien extrêmement étroit avec tout l'écosystème de la tech, de l'intelligence artificielle. On en a la démonstration spectaculaire aujourd'hui, ici même. Mais ça peut être vrai à Lille, c'est vrai en Bretagne, c'est vrai à Lyon, etc. Il faut qu'on fasse monter la mayonnaise, hein, pardon de cette expression un peu triviale, pour créer cette dynamique. Et je serais tenté de dire créer cet enthousiasme, voilà, qu'on évacue ces espèces de débats obscurantistes qui conduiraient à ce que tout le monde se replie sur lui-même. Et alors là, on laissera passer le train de l'histoire quand d'autres sont déjà montés dans le train de l'histoire. J'aimerais qu'on parle également de loi et de cadre légal. Il y a pas mal de choses à dire, hein, on a peu de temps, mais quelques éléments à dire vis-à-vis de la régulation. Quel regard, en tant que président du MEDEF, vous portez sur ce volet-là, et notamment sur la partie
européenne de l'effort de régulation. On a vu là ces derniers jours que l'IA Act évoluait petit à petit. On ne va pas encore vers la signature d'un traité clair, mais on pose des bases de plus en plus solides. Comment est-ce que vous l'analysez ? Alors, c'est un débat extrêmement sensible parce que recouvrant des enjeux, bien sûr, de technologie, des enjeux de protection des données et des souverainetés, des enjeux de citoyenneté et puis des enjeux de compétition économique. Alors nous, on était très alignés sur la position du président de la République, du gouvernement français, conduisant à dire qu'en la matière, comme dans bien d'autres domaines, l'Europe ne devait pas être trop naïve. Il y a quand même une compétition internationale qui est d'une rudesse incroyable, et chaque jour un peu plus, avec les Chinois, avec les Américains, qui sont en train d'accélérer d'une manière impressionnante. Et donc, il faut peut-être que par rapport à cette logique très consumériste, très ouverte qu'a l'Europe, je le redis sur ce sujet, mais sur bien d'autres, on soit un petit peu attentif quand même à ce qu'on ne livre pas tous nos secrets d'État à tout le monde. Comment est-ce qu'on construit justement un équilibre entre ce besoin d'innovation? Vous l'avez dit, on a deux blocs qui accélèrent et les Américains vont très vite avec leurs organisations. Et puis, on a besoin aussi de prendre le train, mais dans le même temps, il faut que ça se fasse avec des cadres éthiques, dans des cadres de respect de la donnée. Comment est-ce qu'on construit un équilibre entre ces deux besoins ? Je pense qu'il y a des matières, donc des données, qui relèvent véritablement de l'intérêt général. Il y en a d'autres qu'il faut probablement mieux protéger parce qu'elles présentent des risques concurrentiels assez systémiques. Je m'explique. Tout ce que l'État français met en open source, c'est intéressant. Les données de santé, je pense que c'est intéressant qu'elles soient largement ouvertes, bien sûr pas individualisées. Après, quand j'évoquais le secteur des assurances tout à l'heure, mais on pourrait parler du secteur de l'automobile, là, nous, on est un peu plus réticents. On est un peu plus réticents parce que, je le redis, dans cette compétition internationale qui est extrêmement fondamentale, et où les grandes plaques continentales se détachent d'une certaine manière, il faut, je crois, savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Typiquement sur les données assurantielles, ça peut être vrai de certaines données bancaires, on pourrait livrer à des acteurs pas nécessairement bien intentionnés des données absolument stratégiques. Si on prend le cas de l'assurance, à un moment donné, les assureurs français, peu ou prou, couvrent à peu près tous les risques, mais ils font de la mutualisation ou de la péréquation. Si demain matin, parce que toutes leurs données sont disponibles pour des concurrents qui peuvent être des acteurs absents du marché de l'assurance aujourd'hui, mais qui le seraient demain, eh bien, la personne qui occupe un rez-de-chaussée dans un immeuble, dans une zone inondable, ne trouvera plus d'assureur. Celui qui sera au dernier étage ne trouvera plus d'assureur. Et puis c'est ceux qui seront au deuxième, troisième et quatrième étage qui, eux, pourront s'assurer. Et donc, les assureurs tels qu'ils fonctionnent actuellement, les assureurs européens, les assureurs français particulièrement puissants, ne pourront pas équilibrer leur modèle économique s'ils ne ramassent que les miettes du marché. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Vous l'êtes, Et de la même manière pour les constructeurs automobiles, on voit très bien que l'industrie automobile est en train de muter fondamentalement, pas seulement autour de la motorisation, mais également sur les usages. Et donc les constructeurs automobiles accumulent des données extrêmement précieuses, extrêmement sensibles, qui permettent de cibler des offres, de cibler des marchés. Donc il faut être attentif à ne pas être trop transparent. Mais pour autant, ça suppose que ces acteurs aient des capacités à la fois techniques et financières et une masse de data suffisamment importante pour qu'eux-mêmes soient pertinents dans l'exploitation de ces données. Donc je dis tout et son contraire. C'est la complexité justement de ces technologies où on n'a pas d'un côté des choses très claires et effectivement, on doit effectivement marcher sur des œufs. Une dernière question, Patrick Martin, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes président du MEDEF, mais vous êtes aussi président à la tête d'une ETI. Comment est-ce que vous avez pris acte et vous prenez acte au quotidien des opportunités offertes par l'IA ? Alors pour bien situer les choses, mon entreprise est dans un secteur d'activité qui peut passer pour traditionnel, la distribution B2B, on fait un
1,2 milliard de chiffre d'affaires, 3200 salariés. Je dois reconnaître que notre prise de conscience, en tout cas ma prise de conscience, a été tardive. Mais aussi tardive qu'elle a été, elle est très forte. Je m'explique. Moi, mes assets, mes actifs, jusque-là, c'était des stocks, c'était des fonds de commerce et c'était une expertise technico-commerciale. Eh bien, dorénavant, ma conviction profonde, et dorénavant, elle est largement partagée par, en tout cas, les équipes de direction, j'en dirai un mot, c'est que notre principal actif, ce sont nos données. Alors, ça peut paraître dérisoire au regard des masses que gèrent d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité, mais j'ai découvert il y a simplement quelques années que nous gérions plus de 10 milliards de données. Et moi, je mesure dorénavant parfaitement que, par exemple, sur le ciblage des clients, sur la tarification, sur la pertinence des offres, sur la productivité et l'intérêt du travail pour nos collaborateurs, sur notre supply chain, parce qu'on gère des flux, on gère 2,5 millions de produits, par exemple, avec des livraisons en flux tendu, J+1. Donc sur la supply chain, qui est un énorme enjeu, la gestion de nos plateformes logistiques, la gestion de nos transports, eh bien l'intelligence artificielle va être absolument la clé de notre avenir. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit en termes d'investissement, ça se traduit en termes de recrutement sur des profils auxquels, sincèrement, je n'aurais même pas pensé il y a quelques années. Alors là aussi, je vais surprendre et je vais décevoir probablement, mais dans mon entreprise bientôt bicentenaire, dans un métier qui passe pour être assez traditionnel, même s'il est très sophistiqué, il y a quelques années, on m'aurait dit que j'embaucherais des polytechniciens, des centraliens. J'aurais dit non, c'est pas pour moi. Puis n'étant ni centralien ni polytechnicien, ça m'aurait complexé. Dorénavant, on embauche des centraliens, des polytechniciens. Et puis d'autres profils tournés autour du digital d'une manière générale, de l'intelligence en particulier. Le principal frein auquel on se heurte, c'est finalement une forme de résistance passive dans les équipes. Typiquement, chez moi, 1800 technico-commerciaux qui ont des bons niveaux de qualification technique produit. Pourquoi? Parce que, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'impérieuse nécessité de positiver ce sujet, les mêmes qui sont conscients que grâce à l'intelligence artificielle, ils pourraient gagner en efficacité, en productivité et en intérêt de leur travail, sont un peu conservateurs, un peu enfermés dans leur routine, et on a une aversion, je pense particulièrement en France, on a une aversion au changement qui est un frein terrible et qu'il nous faut lever. Voilà, pardon de ces exemples très concrets. Et donc, notre enjeu dorénavant, ça n'est plus que d'investir, ça n'est plus que de faire venir des compétences, de l'expertise. C'est aussi, et je crois que ça vaut pour l'opinion publique française d'une manière générale, de convaincre les usagers, en définitive, que l'intelligence artificielle, bien menée, bien pilotée, anticipée dans son déploiement, c'est une opportunité formidable, et qu'à vrai dire, si on a une approche plus négative ou plus défensive, si on passe à côté de cette opportunité, à moyen terme, on est cuit. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Merci beaucoup. Merci à vous.